Bonjour Patrick, c'est le 6e numéro de FI15 l'Hebdo. Nous sommes le samedi 26 janvier. Oui, absolument. Salut. Eh bien, écoute, on peut dire aussi que c'est la 11e semaine des Gilets jaunes également. J'ai regardé un petit peu tout à l'heure ce qui se passait en direct. Il y a encore beaucoup de monde à Paris et partout. Eh bien, pourvu que ça dure et que ça nous amène à quelque chose. Alors voilà. Et tu voulais commencer par nous parler de l'impôt à la source. Oui, je voulais commencer par vous parler de l'impôt à la source, parce que j'ai remarqué que cette équipe que nous avons au gouvernement et ce cher président, c'est un peu comme une équipe d'intelligents. Ce sont des gens qui sont tous très cultivés, qui ont tous fait de très bonnes études, qui sont tous jeunes, beaux, frais et moulus de ces bonnes et grandes écoles que nous avons en France, et qui ont décidé de reprendre tout à zéro, puisque ce qui s'était fait avant, évidemment, n'est jamais bien fait. Et donc, je vais au fil des semaines nous parler un petit peu de toute leur transformation, toute leur grande trouvaille, et puis surtout des résultats que ça donne. Alors, la première chose qu'on peut parler, puisque c'est d'actualité, c'est donc ce fameux impôt à la source. Alors, l'impôt à la source, sur les 27 pays de l'Union, nous étions le dernier pays à ne pas pratiquer cet impôt à la source. Ce gouvernement a décidé, d'ailleurs c'est pas lui, c'était le gouvernement, c'était à la fin du quinquennat Hollande que ça avait été décidé, donc ça a été décidé par Hollande, ça a été reporté d'une année, ça devait être déjà rentré en service en 2018, souvenons-nous, et donc le gouvernement a décidé de prendre une année supplémentaire. Grand bien lui a fait, parce que j'avais compris que c'était pas très bien préparé. Il aurait pu donc mettre au point différentes choses, et nous allons en parler de ces choses-là. Alors, cet impôt à la source, c'est donc moderne, donc si c'est moderne, c'est bien, et c'est sans doute plus efficace. Il faut quand même rappeler qu'il y a aujourd'hui, le recouvrement de l'impôt en France est un des meilleurs taux, si ce n'est le meilleur, européen, puisqu'il s'élève à 98%, c'est-à-dire il y a simplement 2% de gens qui ne finissent par payer ou qu'on est obligé de poursuivre, etc. Donc le recouvrement de l'imposition, de l'impôt, se fait très naturellement, avec des difficultés sans doute pour certains, mais à 98%. Alors qu'est-ce que change cet impôt à la source? Alors, sur ces 98%, 60% des gens, de toute façon, avaient déjà recours au calendrier, c'est-à-dire que payaient, ils ont une somme à payer sur l'année, et ils demandent donc un échéancier, un calendrier auprès de la trésorerie, qu'on leur accorde, toujours, sans aucune difficulté, et les gens payent en 10 mois. Là, ils vont payer, ils vont être ponctionnés directement pendant 12 mois. Ça ne fait pas une très grande différence, donc jusqu'à présent, on ne voit pas tout à fait l'intérêt de cette transformation. Et d'ailleurs, il n'y en a aucune transformation. En fait, il n'y a aucun intérêt. Alors que le gouvernement, s'il avait été bien avisé, puisque c'est un gouvernement d'intelligents, aurait pu prendre une année même encore supplémentaire. Parce que, après tout, il est là pour durer, il est dans la jeunesse. Donc, il aurait dû prendre une année supplémentaire pour essayer de mettre deux choses au point, qui auraient été d'une grande justice fiscale. Je ne parle même pas de l'ISF, on en parlera après. La première chose, c'est essayer, et c'est de mettre en place, d'élargir le nombre de tranches de l'imposition. Actuellement, elles sont de 5. Les emmener jusqu'à 14, pourquoi pas, ce que propose la France Insoumise. Mais s'ils ne veulent pas faire comme la France Insoumise, et on a bien compris qu'ils ne le veulent pas, ils auraient pu faire 12 ou 15, ils choisissent. Mais en fait, on sait qu'effectivement, cette répartition génère donc un impôt qui est plus juste, donc qui est ressenti et qui est plus juste. Mieux réparti. On peut imaginer que les gens qui sont dans la rue actuellement, par exemple les Gilets jaunes, qui pour une grande partie payent des impôts, ce n'est pas la population la plus pauvre qui se trouve dans la rue, il y en a une partie, mais pas que. Ceux qui sont plus pauvres je pense qu'ils ne sont pas dans la rue. Ceux qui sont plus pauvres, ils se cachent et de toute façon, ils passent leur journée à essayer de trouver de quoi survivre. Donc de toute façon, ils ne sont même pas dans la manifestation, tellement peu. Donc il y avait cette chose-là. La première chose qu'ils auraient pu faire, ce qui est quand même la moindre des choses, et on ne comprend pas pourquoi cette obstination à ne pas vouloir tenir compte donc de ces tranches supplémentaires, donc de faire une imposition sur 12, 14, 15 tranches en tout cas. Ça c'est la première chose. C'est peut-être une histoire de directive européenne.
puisqu'on c'est le moment d'en parler. Je ne sais pas s'il y a une directive européenne qui oblige la France à Je pense esquiver que 5 tranches. Oui, peut-être. Dans les aspects fiscaux aussi, je crois qu'il y a pas mal de choses aussi qui émanent en matière fiscale. Ça, je ne sais. Il faudra vérifier, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui émanent de l'Europe pour tout ce qui est fiscal et prélèvement. Oui, non mais ça c'est pour le prélèvement, ça c'était une demande, mais sur le nombre de tranches, je ne suis pas totalement sûr. Enfin, en tout cas, ils auraient pu le... Je ne crois pas, parce que si c'est dans notre programme, alors bon, moi je ne suis pas fiscaliste, mais comme c'est dans notre programme, c'est quelque chose qui était tout à fait possible de mettre en route. On parlait, c'est des choses qui étaient proposées, sans 6ème République, sans changer les traités, sans quoi que ce soit. Donc je crois que c'est quelque chose qui est applicable, si un État le veut, si l'État français le veut, il est tout à fait possible de l'appliquer, d'y réfléchir et de l'appliquer, et d'en mesurer les conséquences. Donc il y avait une année supplémentaire pour examiner ça. Et là, sur le droit du travail, par exemple, ça vient de Bruxelles. Sur le droit du travail, ça vient de Bruxelles. Donc bon, on vérifiera pour la prochaine fois, mais c'est pas impossible en tout cas, je pense. C'est pas impossible. Alors Jocelyn, je ne sais pas, on verra. D'accord, tu as raison, on vérifiera. Par contre, autre chose sur lequel je pense que là, les directives de Bruxelles n'auraient pas pu s'opposer, on ne voit pas pour quelle raison. Ça fait plusieurs années, ça fait plusieurs personnes de tous bords, de toutes tendances politiques, qui proposent d'imaginer que l'impôt soit calculé sur, y compris par foyer fiscal, avec un référencement, un recensement de ce qu'on appelle des dépenses contraintes. Alors les dépenses contraintes, c'est le loyer, c'est le chauffage, c'est le téléphone, s'il y a des enfants, c'est la scolarité, enfin les cantines en tout cas. Ce sont les transports, là les gilets jaunes pourraient nous en parler aisément. C'est les mutuelles, c'est la santé, voilà. Donc il était tout à fait possible parce que là, la façon dont ils ont fait, ils ont appliqué ce qui se passait en 2018, c'est-à-dire que donc il y a un taux d'imposition qui est un pourcentage sur les revenus globaux, et hop, on applique ça, et tout simplement, on va le chercher à la source. Et qui ne tient pas, ce taux d'imposition ne tient pas sur les dépenses contraintes. Or, en fait, on s'aperçoit que la véritable difficulté est que la bonne logique d'un impôt, bien compris, bien entendu par tout le monde, les gens ne se plaignent pas de l'impôt, ils se plaignent de la mauvaise répartition de l'impôt et du mauvais travail qui en est fait par la suite. Il était tout à fait possible de faire donc un recensement par foyer fiscal et de voir quelles étaient, donc de définir des tranches à ce moment-là d'imposition que l'on pouvait, donc peut-être à vérifier, mais en tout cas augmenter pour arriver à un certain nombre, et qui pouvaient donc permettre ce que tout le monde considère comme étant une chose tout à fait intéressante, que même les gens qui peuvent être imposables peuvent payer un tout petit peu, et que surtout, pour ceux qui se trouvent en deçà de ça, et que ce qu'on appelle l'impôt négatif, bon, c'est une façon de dire qu'en fait l'État redistribue sur l'impôt, aurait pu être développé de façon plus importante. Et ça, c'est important, parce que ce n'est pas des allocations sociales, c'est sur l'impôt. Et l'impôt, si on répartit bien cet impôt en fonction des revenus et des possibilités de chaque foyer fiscal, la partie qui paye le plus d'impôts, donc les gens qui ont le plus de revenus, les plus riches, ça permettrait effectivement de pouvoir aider donc les plus pauvres. Et c'est une bien meilleure redistribution que, par exemple, les allocations familiales ou même les APL ou d'autres choses, qui elles sont, je rappelle, sont ponctionnées, sont générées, pas ponctionnées, sont générées par la CSG et la TVA, qui sont, alors là pour le coup, les impôts les plus injustes, puisque quand vous achetez une baguette de pain ou quand vous achetez une baguette de pain ou un kilo de pommes de terre ou autre chose, il y a une TVA dessus. Vous achetez un livre, vous achetez, etc. Donc la TVA, elle est pareille pour tout le monde. Et donc là, à ce moment-là, elle est particulièrement injuste. Et rappelons que la TVA, j'ai un petit chiffre sous les yeux, je chausse mes lunettes, je vous le dis, la TVA en France représente 155 milliards de recettes pour l'État,
alors que l'impôt sur le revenu n'en représente que, bon, on donne ici 72,6, on va dire 73, c'est-à-dire rigoureusement la moitié. Donc, ça permet donc ce travail sur l'impôt, fait par un groupe d'intelligents, de réduire la fracture sociale et de réduire les inégalités. Et les Français, qui ne sont pas totalement idiots, puisque les Gilets jaunes ont dans leurs propositions des propositions de TVA différenciées en fonction des produits de première nécessité. Ils n'ont pas inventé. Ça a déjà été proposé, mais pour l'instant, ça n'a pas été mis en cause. Ça pourrait être ça n'a pas été mis en On voit dans la restauration d'ailleurs qu'il y avait une TVA. Alors il y a une restauration plus faible dans la restauration. Il existe aussi une TVA plus faible pour la presse et pour l'édition. Mais bon, la presse et l'édition, même si on trouve ça important, je trouve ça très important, mais c'est pas les produits tout à fait totalement, enfin c'est de la culture, en principe c'est la première nécessité étant quand même de manger, de se soigner, de se vêtir. Et il y a l'éducation aussi. De chauffer, il y a l'éducation des enfants, enfin etc. Bon. Donc voilà donc ce qu'a loupé ce gouvernement intelligent, c'est fort dommage, et également ça aurait permis aussi effectivement donc de reparler de l'impôt sur les sociétés. Vous savez que la France est souvent montrée du doigt comme étant un État qui ponctionne totalement et de façon tout à fait injustifiée les sociétés. Je rappelle que l'impôt sur les sociétés, actuellement sur la recette de l'État globale, qui est donc de 300 milliards par an, l'impôt sur les sociétés représente à peine 26 milliards, enfin c'est 25,9, on va dire 26, ce qui représente évidemment 8% 8 et quelques pourcents des recettes totales de l'État. Donc ça nous permettait, ce groupe des intelligents aurait pu reparler de tout ça. Voilà. Et donc tu voulais aborder le thème de l'ISF. Oui, alors à la suite donc de cet impôt, et donc dans l'impôt on n'a pas reparlé donc de l'abolition de l'ISF pour faire passer l'ISF en IFI. Je rappelle que l'ISF c'est l'impôt sur la fortune, et l'IFI c'est un impôt simplement immobilier, donc ça pénalise des gens qui peuvent avoir de jolies maisons par exemple, ce qui peut poser des difficultés au moment de certains héritages, effectivement. Un truc très très connu, des gens qui avaient hérité de la maison de leur grand-père, qui était sur l'île de Ré, qui avait une jolie maison, mais qui ne pouvaient pas payer l'impôt, parce que c'était des gens tout à fait modestes, et que tout d'un coup, l'île de Ré était devenue très chère. Enfin, pauvres cultivateurs de pommes de terre, voilà, qui se retrouvaient... Tout ça, c'est un peu des histoires pour faire peur aux gosses, comme je dis. Enfin, franchement, c'est vrai, ça existe, mais enfin, c'est une façon de tourner. Et donc, par contre, l'impôt sur la fortune, qui pour le coup représentait 350 000 contribuables, alors que celui dans lequel nous sommes maintenant, ce n'est que 150 000. Donc il y a 200 000 personnes qui, elles, pouvaient être tout à fait imposées, là, l'impôt sur la fortune, et qui, font fructifier leur argent par la finance, tout simplement, pas par des investissements d'entreprise, mais par de la finance. Et ceux-là sont passés complètement sous le radar. Ils n'existent plus. Et qu'est-ce que ça a pour conséquence ? Eh bien, ça a pour conséquence que bon nombre d'associations, type l'association Abbé Pierre, ou la CIMAD, ou beaucoup d'associations, enfin, la plupart des associations, ont remarqué que ça avait donc un impact négatif sur les dons aux associations. Pourquoi ? Parce que les gens, lorsqu'ils étaient, c'est donc 200 000 personnes qui sont sorties de tout ceci, plutôt comme ils étaient un peu mécontents pour une partie de donner cet argent directement à l'État, ils considéraient que l'État leur volait de l'argent, ils se disaient oui mais moi donc je vais donner de l'argent pour des gens qui ont besoin d'argent, donc ils se dirigeaient vers des associations, Croix-Rouge, Abbé Pierre, enfin toutes les associations que nous connaissons, les Restos du Cœur, enfin etc. En se disant, donc là je vais pouvoir exercer ma charité, puisque c'était surtout ça l'idée, et en même temps cette charité ils le faisaient, donc ça aidait les associations, sachant que sur 1 euro donné, c'est l'État qui en payait 66. Puisque donc ils avaient donc une déduction de leurs impôts. Donc, en quelques mois, si on prend toutes les associations confondues,
il y a une baisse de dons qui représente 50%. Il y a des associations qui aident au social, qui vont se retrouver dans très très graves difficultés. Voilà. Voilà donc ce que a donné, en dehors de l'immoralité de supprimer cet ISF, qui n'est pas qu'un symbole, contrairement à ce que disent, parce que ça représente 3,5 milliards. 3,5 milliards, ce n'est pas rien. Si je rappelle les chiffres dont je parlais tout à l'heure, 3,5 milliards, ça fait presque 15% de l'impôt sur les sociétés, puisqu'ils sont de 30 milliards. Donc c'est quand même, ce n'est pas rien. Eh bien, ça, donc, voilà. Ah ben non, le chiffre exact, c'est pas 50, c'est 54% de baisse de dons en 2008 à la suite de la transformation de l'ISF en IFI. Et c'est pas un journal de gauchiste que je prends, que j'ai sous les yeux pour vous citer ce petit tableau. C'est dans Le Monde du 10 janvier. Ce tableau, c'est quelque chose qui émane du ministère des Finances. Voilà. Voilà où nous en sommes. Voilà. On parlait de l'impôt à la source, c'est pareil, ça risque d'avoir un peu des conséquences néfastes sur les dons, parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas mensualisés et qui déclaraient l'ensemble des dons qu'ils pouvaient faire pendant l'année. Et à partir du moment où on impose tous les mois... Alors ça pourra rester, ça pourra tout à fait rester, mais par contre ce qui a diminué, c'est donc, il y a des gens... Alors on sait qu'il y a 60% des donateurs, du nombre de donateurs, ça ne veut pas dire du montant, hein, mais des donateurs sont des gens qui ont plus de 60 ans. Et la Fondation Abbé Pierre faisait remonter une information récemment, il y a quelques jours, que la moitié donc de ces 60%, qui sont des gens qui font des petits dons, qui donnent peut-être 10-15 euros par exemple par mois pour la Croix-Rouge, ou pour l'association d'Abbé Pierre, ou pour les Restos du Cœur, ou enfin toutes les associations que nous connaissons, ont écrit, sont fort désolés, mais expliquent qu'ils ne peuvent plus le faire parce que l'augmentation de la CSG ne leur permet plus. Voilà où nous en arrivons. Alors quand on nous parle de symboles, ce ne sont pas que des symboles. Et ça ne serait qu'un symbole, et bien le symbole c'est très important. Voilà, donc ces intelligents, ils ont oublié aussi la symbolique. Ça devient un peu embêtant. Ça devient embêtant, et tu voulais enchaîner sur le traité d'Aix-la-Chapelle. Ah oui, le traité d'Aix-la-Chapelle. Alors, le traité d'Aix-la-Chapelle, c'est formidable, vous vous souvenez que c'était la capitale de Charlemagne. Et donc ça a une vraie signification entre les rapports français et les rapports allemands, bien sûr. Le traité d'Aix-la-Chapelle a été signé le 22 janvier, c'est-à-dire il y a 4 jours, entre M. Macron et Mme Merkel. Mme Merkel est sur le départ, comme ça, quand même. Elle signe des choses très importantes, mais elle-même est sur le départ. Mais ça regarde la politique allemande, on peut quand même le noter. Ce traité donc fait référence à un traité qui avait été signé en 1963 par le général de Gaulle entre le général de Gaulle et Adenauer. Et ce traité était essentiellement un traité de paix. 1963, on n'était pas très très loin de cette Seconde Guerre mondiale, et un traité de rapprochement aussi commercial entre la France et l'Allemagne, à la suite de tous les effets de cette monstrueuse guerre. Voilà, mais ce n'était que ça. Ça a été un petit peu... même ce traité de 1963, cependant, il faut bien se souvenir que Adenauer, ou en tout cas un des Länder, je ne sais plus lequel, avait tellement insisté pour que dans ce traité, la France soit assujettie, soit obligée de rejoindre l'OTAN. Ce qui fait qu'il y a toute une partie des traités signés en 1963 qui n'a pas pu exister, puisqu'on se souvient que le général de Gaulle était contre l'OTAN, contre la présence française de l'OTAN, et c'est exactement à cette époque-là, d'ailleurs, dans les années qui ont suivi, qu'il a demandé donc aux bases américaines, qui étaient encore en France, de rentrer chez elles. Merci pour votre aide, mais bon, maintenant il est temps de rentrer chez vous, les petits gars, comme dirait M. Trump. Bon voilà, enfin bon, donc, au nom de ça, on nous fait croire, alors là j'ai pris quelques notes, je vais être obligé de baisser un peu la tête, je vais essayer de ne pas être trop long, mais je vais quand même vous dire 2-3 choses. Le traité d'Aix-la-Chapelle, entre donc la France et l'Allemagne, était en principe destiné à une coopération et une intégration franco-allemande. Bon, c'est un petit peu flou.
Et ce traité, donc, que nous sommes grand nombre à dénoncer, que nous avons découvert ici en France 3 jours avant, je crois que c'est 3 ou 2, je ne sais plus, mais ça doit être 3. C'est très peu de temps avant. Très peu de temps avant que nous avons découvert. Ce traité avait été tenu secret. Nous sommes obligés de trouver un traité écrit en allemand, qui est un traité donc conjoint, pour pouvoir le traduire, pour savoir ce que la France concède. Dans quoi on s'engage? Pourquoi on s'engage entre la France et l'Allemagne. Alors on va y venir à cet engagement. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, l'Allemagne obtient de sérieuses concessions. On va dire la première, dans un des articles, je ne vais pas vous énumérer tout le nombre des articles, ça existe sur certains sites, vous pouvez le retrouver. Mais la plus spectaculaire concession est de mettre la diplomatie française au service de l'ambition berlinoise, d'accéder à un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, ce que l'Allemagne n'a pas pour l'instant, pour, n'en doutons pas, mieux et en évincer la France sans doute via un siège européen. C'est-à-dire que l'idée serait sans doute que l'Allemagne puisse soit obtenir un siège supplémentaire aux Nations Unies, ce qui serait forcément compliqué, parce que je rappelle que pour qu'on puisse statuer sur quelque chose, il faut que dans un groupe de décideurs, on soit toujours en nombre impair. On avait déjà parlé de cette chose-là à propos d'autre chose. Et actuellement, ils sont le Conseil de sécurité. Il n'y a que 5 pays qui peuvent apporter un veto. Et si sur l'un des 5, il y a un veto, donc ça ne passe pas. Là, donc, on arriverait à 6. Les deux États affirment qu'ils approfondissent l'intégration de leur économie. Ça, c'est à l'article 20, où tout le monde pourra vérifier. Et en fait, il s'agit de l'acceptation par la France de l'ordolibéralisme, qui est je rappelle, une idéologie totalement dérégulatrice du marché, soutenue par un État fort, et donc qui l'impose, qui l'encourage et l'impose. C'est ça l'ordolibéralisme. Donc, l'économie française va donc poursuivre sa tertiarisation, une sorte de satellisation vis-à-vis de la toute-puissance industrie allemande. C'est déjà ce qui existe, et c'est ce que ça va évidemment enchaîner. Pourquoi? Parce que rappelons-nous que le mercantilisme libéral allemand repose en l'absence de protectionnisme sur la soumission politique de la République fédérale à ses principaux clients. Rappelons les principaux clients donc des Allemands, c'est les États-Unis, c'est la Russie et c'est la Chine. Donc tout ce qu'impose le libéralisme européen, que les Allemands imposent à l'Europe, c'est au profit des ventes de l'Allemagne, et non pas de l'Europe, vers donc 3 marchés qui ne sont pas n'importe lesquels, c'est-à-dire les 3 plus gros marchés, à part le marché dit asiatique, parce que la Chine c'est la Chine, mais donc voilà, la Russie, les États-Unis et la Chine, ils sont en train de développer à tout va, mais c'est ce que font les Allemands, ils le font extrêmement bien. Voilà, donc nous, on encourage ça, et on va même se mettre pieds et poings liés. On va développer un petit peu. Alors même qu'aujourd'hui, les gilets jaunes défilent chaque semaine, encore aujourd'hui, sous les couleurs bleu, blanc, rouge, tout ceci risque de développer très certainement une germanophobie en France, comme elle existe déjà en Europe, parce que ce régime ordolibéral allemand n'est que dans l'austérité, ce qui fait que les peuples, la France, mais à d'autres endroits, il y a une germanophobie qui est en train de remonter, ce qui n'est absolument pas souhaitable. On ne souhaite pas une germanophobie, pas du tout. On souhaite que la politique allemande reste en Allemagne. Économique reste en Allemagne. Non, mais même pas. On souhaite que ça change en Europe, tout simplement, cette austérité. Alors, donc, ça signifie quoi tout ça? Ça signifie que, avec ces accords, la France va aligner son droit de travail sur l'Allemagne, son droit des affaires, ses politiques sociales, le tout au nom du rapprochement franco-allemand. Et tout ceci sera fait sur les territoires frontaliers, c'est-à-dire que ça va créer d'autres normes dans les territoires frontaliers entre l'Allemagne et la France, en tout cas pour la France, qui ne seront pas décidées pour la France, puisque ça va être essentiellement décidé
par l'Allemagne, puisque donc les lois du travail allemandes, toutes les lois sociales, etc., vont devenir la priorité dans ces zones frontalières, ces zones frontalières auront donc un traitement différent de ce qu'est le social en France, qui est donc totalement en contradiction avec la loi française, la loi sociale française. On se demande d'où tout ceci va aller. En tout cas, c'est sûrement pas dans l'intérêt français, et on en parlera après sur l'histoire de la pauvreté en Allemagne. La deuxième trahison, c'est que l'intérêt national français, en plaçant des fonctionnaires allemands, parce que c'est ce qui est prévu dans ce traité, c'est donc ce qui va s'appliquer puisqu'il est signé, en plaçant des fonctionnaires allemands à tous les niveaux de sa diplomatie, car au vu du réseau diplomatique des deux pays et de la place de la France aux Nations Unies, on voit mal quel bénéfice la France peut en tirer, et qu'en plus elle va quémander pour l'Allemagne un siège de membre permanent au Conseil de sécurité onusien. Il s'agit bien de ça, on en reparle. Donc, la conception fédérale allemande, donc triomphe sur l'idée de la République une indivisible française. En tout cas pour ces deux parties, pour ces zones frontalières. Donc c'est déjà une large entorse au social et à l'unité française. Alors, même s'il n'est pas question de cession d'Alsace et Lorraine, parce qu'on a quand même entendu parler de ce genre de choses, grossièrement dénoncé par le Rassemblement national, ou le Front national, comme on veut, il s'agit quand même, donc évidemment pas, il ne s'agit pas de ça, d'un abandon symbolique, on y revient. La France, en abandonnant le développement économique au profit de liens transnationaux, en acceptant une sorte de satellisation, ça je l'ai déjà dit, aux puissants landeurs d'outre-Rhin, parce que justement, de l'autre côté de la frontière, c'est des landeurs qui sont là, c'est des puissances économiques absolument faramineuses, contrairement à nos régions actuelles françaises, et qui conservent, donc ces landeurs, qui conserveront ce qu'on appelle la valeur ajoutée chez eux. Et la valeur ajoutée, donc, et que dans ces mesures donc, envisagées par les Allemands, sur le plan économique, de créer des conditions d'infrastructure simplifiées et administratives, seul donc le Dieu marché finira par réguler. Ça veut dire que les Allemands s'engagent sur une politique dans laquelle ils ne font strictement aucune concession, ils n'y trouvent que avantage, et ils n'ont signé que des choses qui ne seront pas remises en question par leurs différents landeurs. Alors que, donc, c'est-à-dire qu'ils jouent sur une carte qui est profondément très maligne pour l'Allemagne. Donc, c'est quand même. C'est assez unilatéral en fait. C'est assez unilatéral. On ne comprend pas bien quel est l'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt français. On ne comprend pas pourquoi M. Macron continue à aller dans ce sens-là. C'est assez curieux. Je continue. Il y a une sorte de pensée magique, parce qu'il va y avoir aussi évidemment un bilinguisme, et qui se fera donc au détriment donc, du français, et également des langues régionales. Parce qu'il faut rappeler quelque chose qui est très peu connu, c'est que l'alsacien et le francique c'est francique, parlés en Moselle, sont deux langues régionales de France, qui ne sont pas du tout de l'allemand, et qui sont reconnues, ces langues régionales, appartiennent au patrimoine de la France, article 75-1. Donc on va donc réapprendre quelque chose en plus, qui va être la langue allemande, sachant que je crois que les Allemands il n'y a aucune raison qu'ils le fassent, il y a très peu de volonté de l'Allemagne d'apprendre le français. Les Allemands, pour développer leur marché, ont pris comme deuxième langue l'anglais. Et rappelons aussi que cette diplomatie, pour revenir à la diplomatie française, qui est une base absolument très importante, puisque le français est une des langues qui est quand même encore une des langues extrêmement parlées, et donc même la francophonie a tendance à reprendre du poil à la bête. Donc tout avantage de cette participation diplomatique française sera tout bénéfique pour l'Allemagne. Il n'y a rien en compte. Il n'y a rien en échange. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'il y ait des accords spéciaux, sauf qu'il n'y a rien.
Sur l'aspect militaire, effectivement, si l'Allemagne était agressée, il y a un accord. Alors ça renforce l'assujettissement de la France à l'OTAN, et deuxièmement, ça renforce une défense qui se ferait sans l'accord des autres pays européens, qui pourrait être, si l'Allemagne par exemple avait une agression par un pays qui est proche, ça pourrait être peut-être pas forcément la Russie, mais d'autres, enfin des troubles où le militaire devrait intervenir, ça obligerait la France à intervenir militairement sans avoir d'autres cas que d'avoir peut-être un raisonnement qui serait différent de la position allemande, et qui même pourrait aller jusqu'à une utilisation du nucléaire militaire, donc pour sortir l'Allemagne d'un mauvais pas, dans lequel elle se serait peut-être fourrée toute seule, et contrairement à ce que nous pourrions nous en estimer être légitime, et encore une fois, en dehors même se passant de l'accord des autres pays européens. Donc qu'est-ce que ça signifie aussi cette affaire-là? C'est un truc... Et puis encore une fois, ça oblige encore une fois, ça referme encore plus les liens de la France avec l'OTAN. Or l'OTAN, eh bien nous, les insoumis, on veut en sortir. Voilà. Sur le volet industriel, l'Allemagne poursuit là encore un mercantilisme qui s'oppose déjà à l'élaboration d'une souveraineté industrielle de l'Europe. C'est-à-dire qu'en faisant cela, l'Allemagne, qui déjà ne veut pas de souveraineté industrielle de l'Europe, conserve très jalousement, puisque c'est l'Allemagne qui a la plus forte industrie en Europe, l'Allemagne, habilement, n'a pas pris d'engagement qui ferait que sa culture politique et ses intérêts lui auraient interdit de tenir, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'Allemagne va garder ce développement industriel qu'elle ne veut pas partager avec l'Europe, évidemment pas, alors qu'elle demande beaucoup d'autres choses à l'Europe, parce que c'est uniquement à son profit. C'est-à-dire que ce qui est vendu, principalement sur les marchés américains, je rappelle chinois et russes, c'est de la production européenne, mais la production européenne qui sort de l'industrie allemande. Donc c'est-à-dire que cette Allemagne libérale ne joue pas le jeu. Donc c'est absolument ahurissant de voir qu'on ait pu signer un traité comme celui-ci. Alors il existe des lieux où on peut trouver, il suffit de taper sur internet si vous voulez voir. Je crois que c'est le site lescrises.fr, il me semble. Oui, lescrises.fr. On mettra en description. Effectivement, ben d'accord, c'est une très bonne idée, Jocelyn, effectivement. Allez donc voir, allez donc vous assurer, vous verrez, il y a une critique, je sais qu'il existe une critique sur ce site, point par point, qui n'est pas une critique absolument idiote, comme dit Marine Le Pen ou Dupont-Aignan, enfin ces gens-là, mais qui critique effectivement et qui montre à quel point c'est un marché de dupes. Un détail sur l'Allemagne. L'Allemagne possède, en taux de pauvreté, de gens même qui sont salariés, il y a 5 fois plus de pauvres salariés, en proportion naturellement, qu'en France. C'est en Allemagne d'ailleurs qu'il y a les fameux jobs à 1 euro. Il y a des jobs à 1 euro, absolument, en Allemagne. Il y a même des jobs à 0 euro, mais ça c'est en Angleterre. Ils font encore plus fort. On se demande, il y aura des jobs bientôt. Ça s'appelle du bénévolat. Il y aura bientôt des jobs où les gens vont payer pour travailler. Voilà, on va en arriver à ça. Non mais, trêve de plaisanterie, 5% de plus, 5 fois plus de pauvres, de travailleurs pauvres, considérés comme pauvres, en Allemagne qu'en France. Et alors, il y a une chose qui est absolument ahurissante, c'est que fait cette France et cette Allemagne à signer des traités bilatéraux de cette manière, sans en consulter leurs partenaires. Nous sommes 27. Donc il y a 2 puissances qui sont les 2 grosses puissances. On se demande ce que la France va faire de cette galère. Et en plus, elle se décrédibilise vis-à-vis de tous les autres pays donc européens. Qu'est-ce que c'est que cette façon de retrouver des vieilles manies d'ensembles bilatéraux entre une Allemagne et une France au sein de l'Europe? Moi, ça me glace le sang, je ne sais pas ce que ça signifie, mais je trouve que c'est très mauvais augure. Voilà, je termine là-dessus. C'est un mauvais signe, effectivement. C'est un mauvais signe, il faut aller voir les sites que Jocelyn vous a cités, qu'il mettra en ligne. Vraiment, ça vaut le coup, parce que ce truc, c'est une honte, c'est une connerie,
pardon. Hein. Constitutionnellement, on pourrait même reprocher à Macron d'avoir fait ce traité, d'avoir signé ce traité. Oui, je ne sais pas ce qu'il est possible de faire, mais en tout cas, il faudrait effectivement... C'est de la haute trahison. C'est de la haute trahison, alors peut-être que, effectivement... Oui, peut-être que le Conseil constitutionnel pourrait retoquer cette affaire-là, mais le Conseil constitutionnel, j'en sais rien. On peut imaginer qu'il serait capable. Peut-être que le Sénat, qu'on voulait mettre à propos de Sénat, je vais y venir, parce parler de M. Benalla, le feuilleton qui a commencé cet été et qui continue, c'est vraiment une très mauvaise série française. Hein. Mais bon, pour revenir au Sénat, donc ça serait que, effectivement, le Sénat pourrait peut-être avoir une action sur ce sujet-là et demandant auprès du Conseil constitutionnel. Ça, je ne suis pas suffisamment ferré sur cette affaire-là. Il faudrait s'enseigner, on pourrait en parler. Il est possible qu'il y ait quelque chose qui puisse exister. Alors ce Sénat, heureusement qu'il existe. M. Macron voulait supprimer. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, effectivement. M. Macron voulait supprimer. Nous voulions le supprimer, mais nous voulions le supprimer parce que nous voulons proposer une 6ème République, pas supprimer le Sénat dans la 5e République. Et dans la 5e République, le bicamérisme, il est absolument indispensable. La preuve, cette affaire Benalla, première affaire, donc, première commission qui se termine en autre boudin au Parlement, à l'Assemblée, parce qu'on ne veut pas que ça existe, enfin bon, c'est n'importe quoi. Circuler, il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. Commission au Sénat, où Philippe Bas, on en avait déjà parlé, ainsi que M. Sueur, et j'oublie toujours le nom de la 3e assesseur, cette femme LR, j'ai oublié son nom. Ah oui, j'ai oublié aussi. Bon, en tout cas, ils font tous les trois un très bon travail, ainsi qu'avec les sénateurs qui se trouvent là. Voilà quelque chose qui est parfaitement clair, c'est filmé, on peut le regarder, on peut en comprendre les tenants et les aboutissants. Puis donc, il y a à nouveau... des passeports qui se promènent, on rend un passeport, on donne pas ce passeport, on a un monsieur qui va... Il y a une déclaration de perte, déclaration de perte, toujours pas retrouver le coffre, à propos, franchement, avis de recherche, si vous retrouvez le coffre de monsieur Benalla, avec la clé si possible, on sera très content, il y a peut-être des armes, à moins que En Marche puisse rendre les armes, puisque si j'ai bien compris, c'est toujours, on n'en parle plus, c'est toujours au siège d'En Marche, il y a donc les armes de monsieur Benalla. Pourquoi, on ne sait pas. Peut-être qu'ils vont être attaqués par les gilets jaunes, donc c'est peut-être pour ça qu'ils conservent les armes. En tout cas, le Sénat, heureusement que ça existe, c'est-à-dire que là, à nouveau, on s'était aperçu que ça commence à se fissurer, la défense de M. Benalla se fissure, et en même temps, on s'aperçoit que M. Benalla, plus ou moins, attaque l'entourage du président de la République, tout en essayant de se constituer encore une porte de sortie, en étant extrêmement prudent vis-à-vis du président de la République. Du principal intéressé. Qui est quand même, malgré tout, le principal intéressé, puisque c'est lui qui l'a imposé à cet endroit-là, quand même. Rappelons cette petite affaire. Donc on ne sait pas ce que ça va donner. Il y a en tout cas des mensonges qu'on a pu voir dans cette deuxième commission. Soit M. Benalla ment et hontément, soit c'est M. Strozza qui ne dit pas la vérité et qui ment et qui s'est un peu fâché parce que il a l'impression qu'on lui fait un peu lui faire porter le chapeau, comme on dit. Et porter le chapeau, il n'en a pas envie, cet homme. Je ne sais pas. Enfin bon, on comprend tout à fait bien. Monsieur Castaner, qui s'est complètement défaussé, on comprend pour ce... Castagneur. On comprend pourquoi M. Collomb est reparti dans sa mairie à Lyon, parce qu'il avait tout compris. C'est lui qu'on devrait continuer peut-être à interroger, mais sauf qu'il ne veut plus et il ne savait pas. Vous vous souvenez? Sauf que comme il n'est plus en fonction, on ne peut plus l'interroger. Voilà, comme ça on est un peu tranquille. Voilà, donc on ne sait pas ce que ça va se donner. Et heureusement donc que le Sénat existe toujours. Parce que là, franchement, alors Monsieur Lebas, enfin c'est pas lui directement, certains c'est... Monsieur Bas, pardon, je vais arrêter d'écorcher son nom, Monsieur Philippe Bas, continue un assez bon travail. Il se fâche un peu de temps en temps pour se faire respecter, se faire entendre. Mais d'autres sénateurs ont émis l'idée que peut-être il pourrait y avoir donc une plainte de portée. La possibilité de saisir le parquet. La possibilité de saisir le parquet. Il a refusé délibérément de répondre. Voilà. Aux questions, se réfugiant derrière. Alexandre le Bienheureux, Benalla, il refuse toujours de répondre. Il explique combien la vie est difficile pour lui, avec sa femme, son enfant, etc. On est tous très très tristes.
C'est dommage qu'il aille tabasser les manifestants, il aurait peut-être pas dû, quoi. Mais enfin bon, on ne sait pas comment ça va se terminer, mais peut-être que ça va se passer comme ça. Qu'est-ce que ça va donner la prochaine fois? On ne sait pas. On attend ça quand même avec assez d'impatience parce que là, il y a quand même des dysfonctionnements flagrants, couverts quand même par l'Élysée, quand même. D'ailleurs, on n'entend plus parler Matignon. Matignon n'en dit pas un mot, ne pipe pas, silence plat, complet. Bon, voilà. Voilà ce que ça va devenir sur Benalla. Enfin, c'est un peu désespérant. Je crois qu'il faut continuer à regarder ça. Hein. Mais, tout à fait. Mais voilà. Le rapport, je pense que le rapport sera livré dans quelques semaines. On n'a pas de date précise, mais ça devrait pas tarder en tout cas. Je crois que le rapport est prévu pour au plus tard le 31 mars. Comme d'ailleurs le fameux grand débat national auquel nous assistons avec en personnage de Monsieur Loyal, le président de la République himself, qui fait des débats... des débats marathons. Des débats marathons où il tient le crachoir pendant 6-7 heures, c'est assez formidable. Le troisième n'a pas été filmé, on ne sait pas pourquoi, c'est fort dommage. Les premiers avaient été filmés, c'était assez intéressant. Voilà. Bon, ben on va se retrouver la semaine prochaine. Oui. On va probablement nous parler un petit peu de la campagne européenne. Oui, alors on travaille beaucoup donc avec toute l'équipe, tout le comité, avec Frédéric Vial. Jocelyn en face de moi est très mis à la manœuvre, ainsi que quelqu'un qui aide Frédéric qui se trouve à Nantes, qui s'appelle Guillaume, j'ai oublié son nom. Guillaume Hersault, voilà, oui. Et qui s'occupe, qui aide à la communication, Frédéric, qui est aussi quelqu'un issu d'Attaque, comme tout à fait, comme Frédéric. Voilà, excusez-moi, mon téléphone sonne, je l'éteins. Voilà. Donc on aura des choses très prochainement à vous dire, et puis on va avoir donc une vidéo très prochainement, n'est-ce pas? Sur le populisme, on a pris un peu de retard. Sur le populisme, et puis surtout la vidéo de présentation qu'on n'a toujours pas de Frédéric, et puis une autre vidéo qui est en cours. Donc tout ça va se mettre. Alors bon, vidéo, on va pas faire que regarder les vidéos, on est aussi en train de préparer une réunion publique très importante, on vous en parlera un petit peu plus tard, qui aura lieu donc dans le 15e arrondissement, avec Frédéric qui va répondre, qui va prendre en charge ce sujet. Je peux vous dire qu'en gros l'idée c'est pourquoi aller voter et pourquoi les européennes et qu'est-ce qu'on peut en faire et pourquoi faut-il qu'il y ait des insoumis à cet endroit. Voilà, avec tout un travail. On vous en parlera plus tard et puis on continue à se réunir. Ce comité du 15e, Nord et Sud, donc notre prochaine réunion est proposé le 20 février, ça sera toujours au même endroit, au patronage laïque, on a le temps d'en reparler, mais voilà, on vous dit déjà, puisque c'est pas encore, les mails ne sont pas partis, mais c'est ce que nous avons déjà décidé. Donc on travaille d'arrache-pied sur les européennes, on va essayer de remporter quelques points. Voilà. On n'oublie pas de s'abonner. Ah oui, on s'abonne. Non, c'est un pouce. C'est un pouce. Ça tout le monde dit. Liker même, on dit. On peut dire aussi, oui. On va liker, on appuie sur le pouce bleu. Effectivement, ça nous encourage et puis... ça nous donne de la visibilité. Vous pouvez aussi, vous avez vu peut-être qu'on peut laisser des commentaires, donc vous pouvez tout à fait le faire. On a eu un commentaire récemment sur l'intervention que nous avions fait où nous parlions de Cornelius Castoriadis. Enfin, peu importe, ça c'est un petit détail pour ceux qui connaissent, mais n'hésitez pas à faire des commentaires, évidemment. Ils sont tout à fait les bienvenus si vous le désirez. Au revoir Patrick. Au revoir Jocelyn, merci de pardonner un peu, c'est encore un tout petit peu long je crois, mais il y avait encore beaucoup de choses à dire. À la semaine prochaine.